Bonjour, bonjour. Normalement, nous allons laisser un petit peu de temps à tout le monde pour avoir le temps de se connecter avant de démarrer. Je vois que le compteur est en train de grimper, donc je laisse quelques petites minutes et on va démarrer dans quelques secondes maintenant. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous connectez au fur et à mesure, donc ça devrait pouvoir démarrer d'ici. Allez, on laisse encore une petite minute. Hervé, on commence. Parfait, Sandrine. Bonjour à tous, bienvenue. Allez, allez, allez. C'est parti. Bon, on va commencer. Parce que je pense que nous n'aurons pas plus de temps, sinon on va vraiment prendre du retard. Donc, merci à toutes et à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire Magnetic Way, de la stratégie à l'exécution, réussir la refonte de votre site web. Je suis Sandrine Jean-Élie, directrice conseil marketing chez Magnetic Way, et j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui aux côtés d'Hervé Schluraf, le président et fondateur de Magnetic Way. Bonjour Hervé. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans ce webinaire pour aborder un sujet qui est au cœur de plusieurs projets que nous menons chez Magnetic Way pour nos clients, éditeurs de logiciels, ESN ou cabinets de conseil, la refonte de sites. C'est un sujet qui est assez crucial tant on se rend compte qu'un site web revêt d'intérêt en fait pour les entreprises et cela est d'autant plus important dans le cadre d'un site internet IT B2B puisque on va le voir plus tard avec Hervé, mais le site devient plus qu'un simple site vitrine, logiciel ou service. On est peut-être même face au premier commercial de l'entreprise, comme nous allons le voir. Il est donc important, capital, que ce site soit au goût du jour, clair, complet, qu'il soit rentable, qu'il soit performant, aligné avec le positionnement de l'entreprise et qu'il soit idéalement optimisé pour le SEO et qu'il puisse apparaître dans les résultats de recherche Google. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer dans ce webinaire de vous donner toutes les clés de la réussite d'un projet de refonte de votre site web. Et après, quelques mots rapides d'Hervé pour nous présenter Magnetic Way, nous commencerons par évoquer les raisons qui peuvent vous pousser à envisager la refonte de votre site web et pourquoi elles doivent être identifiées pour mieux guider ensuite les objectifs du projet. C'est vraiment le pourquoi, le fondement même de ce projet. Dans un deuxième temps, nous identifierons les étapes clés qui permettront de garantir la réussite d'un projet de refonte. Et enfin, nous tâcherons d'identifier les risques et les pièges les plus fréquents pour vous aider à éviter de tomber dans des écueils lors de votre refonte de site. Et nous vous partagerons les conseils et retours d'expérience que nous avons eus au travers de nos différents cas chez Magnetic Way. Et pour finir, nous garderons un peu de temps, si on arrive à tout bien gérer, n'est-ce pas Hervé, pour répondre à quelques questions dans la zone de chat. Mais sachez d'ores et déjà que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans la zone de chat tout au long de ce webinaire et nous tâcherons de revenir dessus vers la fin si nous avons suffisamment de temps. Si ce n'est pas le cas, nous essaierons de vous répondre par email à la fin de ce webinaire. Voilà. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Magnetic Way, Hervé, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'agence, s'il te plaît?
Tout à fait. Merci Sandrine. Je vais le faire très rapidement en 1 minute. Magnetic est une agence conseil marketing spécialisée pour le secteur de la tech, donc les éditeurs de logiciels, ESN et cabinets de conseil. Et ce qui fait notre originalité, c'est qu'on a réussi à faire converger la dimension cabinet de conseil, donc être capable de prendre du recul et de la hauteur sur les situations de nos clients et de les conseiller sur de nombreux aspects stratégiques, lancement d'offres, messages, etc. Et puis ensuite de délivrer toute la partie opérationnelle classique d'une agence digitale avec un savoir-faire vraiment à 360 degrés sur le marketing digital, ce qui fait de nous une agence intégrée, comme on dit dans le jargon. Donc, on est capable de donner des conseils, prendre du recul, faire bénéficier de nos retours d'expérience et ensuite rester investi dans la mise en œuvre de ces conseils au niveau SEO avec un gros savoir-faire de l'agence en référencement naturel. Bien entendu, tout ce qui est acquisition SIA, donc Google Ads, Bing Ads, Magnetic est une agence certifiée Google Partner et la refonte de site à 360 degrés, c'est ce qui nous anime aujourd'hui. On va vraiment parler de refonte de site à 360 degrés avec aussi bien l'aspect design, comme on le voit à droite, on a un studio graphique, l'aspect SEO, l'aspect content marketing évidemment, puis la dimension de copywriting, qu'est-ce qu'on veut raconter comme belle histoire aux visiteurs pour les emmener à faire une action précise, et puis gérer ensuite tous les volets, conseiller nos clients sur tous les volets d'alignement, vente marketing, voire RevOps, sur toute la partie marketing automation, CRM et sales alignement. D'accord. Merci Hervé. Je te propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que tout le monde attend ça. Je l'évoquais en introduction, un site web IT B2B, c'est plus qu'un simple site. Il y a bien d'autres vocations, qu'elles soient commerciales, de notoriété, de positionnement, etc., etc. Et si nous sommes conscients de tout cela, j'imagine qu'il n'est pas toujours aisé pour quelqu'un qui se retrouve dans cette situation de se dire: «C'est le moment, il est temps d'effectuer une refonte de mon site». Est-ce que toi, tu pourrais nous dire quels sont les signes qu'il est temps d'agir? Alors les signes qu'il est temps d'agir, il y en a plusieurs, ils sont nombreux, c'est des événements déclencheurs qui amènent à se dire tiens, il faudrait refondre le site. On voit les principaux dans ce slide et ça peut être des signes d'ordre stratégique, changement de nom, que ce soit suite à un rachat d'entreprise ou une fusion de deux entreprises, lancement d'un nouveau produit ou réorganisation des offres au sein d'une plateforme, etc., comme on le voit pas mal chez les éditeurs. Donc tout ça, ça a des impacts sur le positionnement, le discours, les messages. Bref, tout ce qu'on va raconter sur le site. Donc là, le site se retrouve en décalage par rapport à ce qui est dit sur le terrain par les commerciaux, ce qui est dit dans des campagnes marketing, etc. Donc nécessité de le refaire. Un site internet aujourd'hui en matière de marketing digital, on va le voir, c'est hyper important. On le verra dans le slide suivant. Donc bien du coup, nécessité d'accroître les ventes, stratégie de croissance, et bien le site va être un vecteur hyper important. Démarrer une stratégie SEO si on le faisait pas, ou on peut avoir aussi des choses très très opérationnelles, des problèmes d'attractivité, du UX, de design. Tout simplement, le site n'est plus au goût du jour. Un site aujourd'hui, on sait que ça a des durées de vie. Pour des entreprises très innovantes, un site ça peut durer 3 ans, 4 ans. Et un peu plus longtemps, 5, 6 ans, 7 ans sur d'autres entreprises qui sont plus établies, sur des marchés plus matures, adressant notamment des grands comptes. Mais à la vitesse où évolue la techno derrière les logiciels, le site internet doit être réactualisé, refait régulièrement. Et donc voilà, et puis des fois les technos vieillissent, donc il y a des problèmes de performance ou le site a été développé en spécifique, comme on le voit parfois. Et là, le marketing n'est pas autonome pour le faire évoluer. Il y a de la lourdeur. Donc là, c'est des signes qu'il est vraiment temps d'agir. Et je pense que c'est ce qui peut être des signes qui ont conduit les participants à être connectés ce matin. D'accord, c'est très clair. Vois-tu peut-être autre chose qui puisse un peu sonner comme une alerte dans l'esprit de nos auditeurs? Oui, une alerte, un point très important même, et c'est quelque chose que c'est un peu ma marotte, comme on peut le dire. Je répète assez souvent ce point-là parce que pour moi il est essentiel. En fait, aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'en termes de stratégie de marketing digital, le site web est la seule chose qui vous appartienne vraiment. C'est-à-dire qu'on voit des entreprises qui investissent énormément sur leur page LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, peu importe, mais en fait, ils sont tributaires du bon vouloir de ces réseaux sociaux, ils sont tributaires
faire des algorithmes. En réalité, le site web est la seule chose qui vous appartienne vraiment, et plus largement, c'est pour moi un commercial qui est disponible 24/24, 7 jours sur 7. D'où le parallèle, certains l'auront peut-être compris, avec le film Le Loup de Wall Street et la scène avec Leonardo DiCaprio qui dit « Vendez-moi ce stylo ». Pour moi, un projet de refonte de site doit considérer le site comme un commercial, pardon, le futur site doit être considéré comme un commercial qui sera capable, en toute autonomie, parce que le visiteur viendra peut-être en dehors des heures ouvrées et en tout cas personne ne sera au courant, il n'y a peut-être pas forcément de live chat installé sur le site. Le site doit être capable de délivrer en toute autonomie la promesse de l'entreprise, le positionnement, les propositions de valeur. Un visiteur qui arrive doit comprendre en 30 secondes ce que fait l'éditeur, le SN ou le cabinet de conseil, quelle est sa promesse, et jouer le rôle essentiel du marketing, c'est-à-dire créer un a priori positif dans l'esprit du visiteur, que celui-ci soit un prospect, un candidat, si le sujet de la marque employeur est prépondérant dans la refonte du site, que ce soit un partenaire pour les éditeurs notamment qui travaillent en indirect. Donc voilà, donc le site doit agir comme un commercial et faire en sorte de créer cet a priori positif et d'amener le visiteur à remplir ce qu'on souhaite, c'est-à-dire faire une demande de contact, télécharger un document, s'inscrire à un webinar comme aujourd'hui, demander un essai du logiciel si c'est disponible sur le site de l'éditeur, etc. D'accord. Donc au final, une ressource d'une ampleur inestimable, en effet. Et pour peut-être donner vie, incarner ce commercial, il faut d'abord choisir le support sur lequel il va être développé. Il faut choisir donc un système de gestion de contenu. On a tous entendu parler de ces fameux CMS. Et parmi les CMS existants, adaptés un peu à la création de sites IT B2B, on entend beaucoup parler en ce moment de Webflow. Cette plateforme no-code, low-code de conception et de développement de sites qui a été créée en 2013. Hervé, toi, du fait de ton expérience et de tous ces sites que tu as pu créer et tout ce que tu as pu voir, penses-tu que ça signifie que le leader WordPress soit complètement dépassé et qu'il faille laisser la place? Quel est ton avis sur la question? Alors c'est une bonne question. WordPress est absolument pas dépassé. Dès qu'on parle de toute façon d'un site vitrine, hein, puisque pour les éditeurs et les ESN et les cabinets de conseil, on parle de site vitrine. Il n'y a pas de dimension e-commerce, ou sauf cas exceptionnel pour certains éditeurs sur des marketplaces ou des choses comme ça. Mais sinon, on parle de site vitrine. Donc WordPress est absolument pas dépassé. Hein. Il dispose encore, comme on le voit dans le bas de l'écran, de 65% de part de marché dans le monde en 2023. Et pour moi, il a un gros avantage pour les agences comme pour les clients, c'est qu'il y a une énorme communauté dans le monde. Hein. Il y a plus de 60 000 plugins qui existent, je crois, sur WordPress, donc des dizaines de milliers de solutions qui existent déjà. Et du coup, pour les agences, eh bien, les compétences sont sur le marché, pour les clients aussi. C'est-à-dire que si on recrute un chargé de marketing dans une équipe marketing, ou si on développe la fonction marketing chez l'éditeur et qu'on recrute quelqu'un, il y a fort à parier qu'ils connaissent déjà WordPress, qu'ils l'aient vu dans le cadre de ses études ou ses expériences. Donc, c'est facile de trouver des compétences, ce qui amène plus d'agilité derrière pour faire évoluer le site. Mais en fait, WordPress ou Webflow, ça dépendra évidemment de l'agence. Il y en a pas un qui est bon ou mauvais. C'est aussi la manière dont ça va être paramétré qui va soit enfermer le client dans un mode de fonctionnement un peu trop verrouillé par l'agence, et ça c'est valable dans WordPress comme dans Webflow. Et dès qu'on souhaite sortir de ce cadre, soit on casse l'affichage, soit c'est pas possible. Donc la vraie question à se poser, c'est ce que je mets en premier, c'est les fonctionnalités essentielles dont on a besoin. Quand on aborde une refonte de site, il faut lister les fonctionnalités essentielles dont on aura besoin dans le CMS, et ça va bien entendu de la partie facilité d'édition, intégration du responsive, les balises SEO, la gestion des rôles utilisateurs. Est-ce qu'on va ouvrir le site à des auteurs et des choses comme ça? Donc est-ce qu'il y a de la sécurité à prendre en compte, le multilingue et ainsi de suite, et le SEO. Et voilà. Et nous, les expériences, on fait de la veille, bien entendu. Donc, on a testé Webflow. Le hasard veut qu'en ce moment, on fait un projet de refonte de site où on passe de Webflow à WordPress. Donc voilà. Donc, faut voir vraiment comment l'agence va le paramétrer. Et l'un comme l'autre ne doivent pas être des usines à gaz, mais je vais y revenir. D'accord, très bien. Donc, en soi, nous avons déterminé les raisons
pour lesquels il serait nécessaire de refondre un site web. On vient de le voir, nous avons choisi un CMS, Webflow, WordPress, selon les critères que tu as listés. Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on a ces éléments-là, les bases sont posées, on peut partir bille en tête et faire fi de toute méthodologie et de se dire: «C'est bon, on peut appliquer le fameux credo des startups, apprendre en marchant»? Non, alors là, du coup, l'expérience me montre que à chaque fois qu'on part un peu en mode best effort, donc apprendre en marchant, les projets dérapent, voire même certains ont échoué et les projets ont été stoppés. Donc moi, je suis un fervent défenseur de la gestion de projet et de la méthodologie, de définir des objectifs clairs quand on a un projet qui est aussi important pour sa stratégie de marketing digital. D'accord, mais est-ce que ça voudrait dire que, concrètement, il y a une sorte de méthodologie universelle? Alors, moins qu'une méthodologie universelle, c'est plutôt des étapes fondamentales, élémentaires qu'il faut faire dans le bon ordre si on veut être sûr que ça fonctionne. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ces étapes? Exactement. Et donc, ces étapes, pour nous, elles sont essentielles et elles sont réparties en 5 grandes étapes. La première, c'est le cadrage stratégique, une étape qui est hyper importante, mais qui est assez rapide. C'est de bien se rappeler quels vont être les éléments essentiels pour le projet, les objectifs qui sont associés au projet, pourquoi on fait ce projet, les signes du départ, donc de bien les partager avec l'agence, de déterminer le fond du discours, hein, les ambitions qu'on a, de messages, de positionnement, etc. Et de valider les grandes lignes de l'arborescence, comment va être composé le site, qu'est-ce qu'il va y avoir, etc. Ensuite, on passera à l'étape 2. L'étape 2 qui est préparer la refonte avec l'agence. Donc là, il va falloir adresser 2 sujets en parallèle. On y reviendra dans le détail. C'est la stratégie SEO. Et là, on verra que elle est plus ou moins importante selon les acquis existants et les ambitions qu'on a. Et puis l'univers graphique. Hein. Aujourd'hui, un site internet doit être un élément clé de votre stratégie, donc un élément clé de la différenciation. Et on va voir que le fond doit soutenir la forme. Ensuite, nous, notre recommandation, c'est de travailler sur une maquette pré-prod et pas du tout une maquette Figma ou encore pire Photoshop ou quoi que ce soit, mais une maquette live WordPress où en fait, dans la maquette live WordPress, on va développer le site sur quelques pages, mais en conditions réelles. C'est-à-dire que on va développer 5, 6, 7, une dizaine de pages dans la maquette, mais on sera dans une V0 prête à être mise en ligne. C'est-à-dire que les pages sont complètes, elles sont bien conçues, le CSS est calibré, etc., etc. Et ces pages vont devenir en fait des pages modèles, des sections modèles, des gabarits que le client va pouvoir utiliser avec l'agence dans l'étape 4 pour rédiger, intégrer les contenus, les pages restantes, etc., etc. Et ce qui fait que ça permettra de garantir un transfert de compétences maximales auprès du client au moment de l'intégration. Et puis ensuite vient naturellement l'étape de la recette, de la mise en ligne et des optimisations SEO finales. D'accord. Donc, quel point de départ pour ça? Voilà, quel point de départ pour ça, merci Sandrine. Et donc le point de départ, en fait, la profondeur de chacune des étapes va dépendre beaucoup de ce dont on parle pour le projet. Si on parle d'un projet de refonte de site de 10 pages sans grande ambition SEO, elles vont se dérouler très très rapidement. Et sur la partie maquette, on utilisera des templates packagés qui existent déjà et on va aller assez vite. En revanche, si on parle d'un site, et là vous avez un exemple à l'écran, avec un site qui a déjà des milliers de visiteurs par mois qui arrivent par le SEO avec une grande richesse sémantique, et bien là, la profondeur des étapes va être différente et on va passer plus de temps sur la stratégie SEO, on va passer plus de temps sur analyser la manière de reprendre les contenus par rapport aux nouveaux contenus qu'on veut développer. Et donc, dans ce cas-là, les étapes seront plus longues que pour un site léger. D'accord. Donc si je résume, de la préparation du projet à la mise en ligne, tu nous listes 5 grandes étapes, pardon. Le cadrage, du projet, la préparation de la refonte, la conception de la maquette pré-prod, la rédaction et l'intégration des contenus et enfin la partie recette, mise en ligne et optimisation. Une fois qu'on a Exact. posé ces jalons, on va aller creuser un petit peu tout ça. Je te propose de commencer par nous parler du cadrage stratégique?
Voilà, alors le cadrage stratégique, c'est vraiment le point de départ du projet. C'est là où on commence à se réunir avec l'agence, avec le responsable du projet, avec le responsable, la directrice ou le directeur artistique, et qu'on commence à poser les choses. Bon, la première, c'est évidemment une question de périmètre. C'est quoi les sujets clés de cette refonte? Comme je l'ai dit en introduction, quelles sont les offres prioritaires à pousser? Des fois, on peut avoir un catalogue d'offres qui est assez étoffé, mais avec une offre phare, voire vache à lait, si on reprend nos cours de marketing d'il y a longtemps. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Qu'est-ce qu'on veut pousser? Quels sont les éléments clés pour la conversion prospect? Est-ce que tout le site de l'éditeur repose, je ne sais pas, sur une demande d'essai, une souscription en ligne? Est-ce que on est plutôt pour une ESN sur générer des demandes de contact très qualifiées, et donc on va peut-être avoir des guides, des livres blancs ou des choses comme ça à forte valeur ajoutée, bien entendu, sinon ça sert à rien de faire des livres blancs s'ils sont pas à valeur ajoutée. Et donc voilà, donc quels vont être un peu tous ces éléments? Je pense que c'est important à ce stade aussi que les clients partagent leur goût en termes de charte graphique de site, qui partagent des exemples de sites qu'ils aiment, que ce soit pour du design, des éléments de couleur, des éléments d'UX, etc., etc., parce que ça permettra d'orienter les pistes créatives à l'étape 2 avec l'agence. C'est important aussi avec l'agence de partager à ce moment-là les éléments clés de la charte éditoriale. Comment vous voulez parler, avec des questions hyper basiques. On va démarrer en se rappelant qui on cible avec le site internet. Est-ce qu'on est très centré marque employeur, recrutement avec des profils jeunes diplômés? Dans ce cas-là, on va se dire tiens, on va peut-être privilégier le tu dans la rédaction. En revanche, si on s'adresse à des DSI ou des DAF dans des PME, ETI, voire grands comptes qui sont dans des tours à la défense, le vous est de rigueur. Et donc la personnalité, la ligne éditoriale et les éléments de langage qu'on va utiliser vont être importants. À ce moment-là, il faut les poser, les formaliser et les partager avec l'agence. Évidemment, c'est cette étape qui va structurer derrière tout l'exercice de copywriting. Qu'est-ce qu'on veut raconter comme belle histoire et qu'est-ce qu'on veut amener notre visiteur à faire. Donc ça va impacter la rédaction des pages. Et puis, nous, à cette étape, chez Magnetic Way, on en profite pour dégrossir aussi, en fonction de tout ce qu'on s'est dit avant, les éléments structurants du nouveau site. C'est-à-dire, quelle est l'arborescence macro, navigation, on ne rentre pas dans le détail de tous les menus à ce stade, mais voilà, grosso modo, l'arborescence macro, comment on va utiliser le footer pour la gestion des pages profondes ou des éléments de maillage interne. Donc ça, c'est du SEO. Les typologies de contenu, est-ce que c'est un site qui a des offres d'emploi ou est-ce qu'on renvoie vers un job board en ligne ou Welcome to the Jungle pour certains, voilà, ou est-ce qu'on gère les offres d'emploi en direct, les articles, les ressources, bref, toutes les grilles. On définit tous les éléments structurants à ce stade. D'accord. Donc si je comprends bien, nous sommes sur une étape fondamentale du projet. C'est celle qui va permettre de poser un peu les jalons, les fondations de la refonte, cadrer un peu tout ça et éviter les dérapages et les mauvaises compréhensions futures lors de la mise en œuvre. Exactement. D'accord. Tu nous l'évoquais en substance tout à l'heure, mais il y a une autre étape de sécurisation en fait du projet qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est celle que tu as nommée la préparation de la refonte à proprement parler. Qu'est-ce que tu entends par là? Exactement. Donc le cadrage stratégique, comme je disais, est une étape très rapide. On passe très rapidement à préparer la refonte. Et là, on va mener 2 chantiers qui peuvent être menés en parallèle d'ailleurs. Donc là, on va s'intéresser au premier, la stratégie SEO. La stratégie SEO, c'est essentiel, mais en revanche, elle est plus ou moins importante selon l'état actuel du site. C'est-à-dire, est-ce qu'on est face à un site qui a beaucoup de trafic SEO, beaucoup de positions SEO acquises, genre il est dans le top 3, voire premier dans Google sur certains mots-clés, auquel cas, ça, c'est des points hyper importants à prendre en compte. On va analyser le champ sémantique SEO du site, de certaines pages, etc., les backlinks aussi. Donc là, il y a un gros travail d'audit si on ne veut pas perdre ces acquis SEO. En revanche, si on est sur un site qui a 200 visiteurs par mois, cette étape, elle est hyper rapide. Elle est pliée en quelques heures. Ce qui va être intéressant dans la stratégie SEO aussi, c'est toute l'étude sémantique, c'est-à-dire définir la stratégie de l'ensemble des mots-clés SEO sur lesquels on veut se positionner, sur lesquels on n'est pas positionné aujourd'hui et on veut se positionner. Là, il va falloir réaliser une étude
des mots-clés qui correspondent à nos solutions. Donc, je caricature, je sais pas moi, logiciel de gestion de projet, CMS de refonte de site internet, etc. On va analyser tous ces mots-clés, tous les mots-clés secondaires, tous les mots-clés longues, traînes, de ceux qui réfléchissent à préparer une refonte de site, réussir sa refonte de site, voilà, où là on va s'éloigner de la notion d'intention de recherche très qualifiée CMS pour revenir au déclencheur de départ qu'on va peut-être vouloir capter aussi en SEO. Donc, il va falloir analyser ces mots-clés au regard des offres, comme je viens de l'expliquer, mais aussi par recoupement de ce que font vos concurrents. C'est aussi très intéressant d'aller analyser le SEO de vos concurrents, ce qu'on fait nous régulièrement pour nos clients, et qui permet parfois de trouver des mots-clés qu'ils ont travaillés, des choses comme ça, de voir comment ils les ont travaillés, ce qui permettra aussi de mesurer la difficulté de progresser sur les mots-clés. Et une fois qu'on a fait ces deux choses, l'analyse de l'existant avec le rapprochement du trafic, des positions que vous avez via la Search Console, etc., eh bien, on va pouvoir définir une arborescence détaillée. Donc là, on va définir la structure finale du menu, la liste des pages, et pour toutes les pages, les expressions SEO auxquelles elles vont être associées, le maillage interne, comment on va le renforcer, les structures d'URL, les redirections. On va poser les bases des redirections, qui sera un élément clé pour ne pas perdre son trafic, et qui va être hyper important. Et c'est pas forcément. Je vais prendre un exemple directement sur. Il s'agit d'une refonte d'un concurrent, d'un de nos clients. Là, on est en 2022. Je zoome sur une capture d'écran SEMrush, et ce concurrent qu'on surveillait pour le compte de notre client fait une refonte de site à l'été 2022, et comme vous pouvez le voir, il rate sa refonte à ce moment-là. Pourtant, c'est un éditeur qui se présente sur son site. Il a bien travaillé l'exercice de copywriting, puisqu'il se présente comme leader de son domaine. Donc, c'est assez amusant. Leader de son domaine, et pourtant 300 visiteurs par mois, alors qu'il en avait 600 quelques semaines plus tôt. Donc là, on est en 2022. Il fait sa refonte de site. Comme vous voyez sur la petite courbe orange en dessous de la bleue en haut, eh bien, il se rend compte que son trafic baisse. L'agence doit lui conseiller de compenser avec des Google Ads, ce qu'il fait pendant tout le mois d'août, en se disant que ça va aider Google à bien l'indexer. Eh bien non, il a raté sa refonte, et il a raté sa refonte pour la deuxième fois, puisqu'on voit là sur une capture d'écran à plus long terme qu'il l'avait déjà raté en 2018, où il avait perdu tout son trafic. 9 chances sur 10 que l'agence ait oublié les redirections, ou qu'elle ait laissé un no-index traîner ou quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, il avait réussi fin 2021 à faire progresser son trafic et progresser, et il rate à nouveau sa refonte en 2022. Le nombre de mots-clés organiques s'écroule à nouveau, alors qu'il avait réussi à le faire progresser. Et donc, cet éditeur qui se présente comme leader, qui est concurrent d'un de nos clients, eh bien, en 2024, il n'a pas plus de trafic qu'il n'en avait en 2017. Et donc là, lui, c'est 2 refontes ratées. Ah oui, c'est assez édifiant. Mais revenons, aux 2 chantiers dont tu parlais. Tu faisais référence tout à l'heure à 2 chantiers. Quel serait le second chantier auquel tu pensais? Alors, le second chantier qu'on mène en parallèle, c'est la partie graphisme. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire bonne impression, mais on fait bonne impression par le fond et par la forme. Donc, une refonte de site, c'est évidemment le moment de créer et nous, c'est un vrai conseil qu'on donne, de créer un univers graphique original et réellement différenciant. Bien sûr, toutes les agences vous proposeront un web design, une UX à l'état de l'art, mais il va être vraiment important de travailler en synergie sur l'agence, sur des pistes créatives, pour être en mesure de concevoir des pages qui vont faire ressortir un univers graphique original et différenciant, qui marquera l'esprit des visiteurs, qui marquera l'esprit des prospects quand ils vont venir sur votre site. Et pour ça, je vais juste prendre 2 exemples concrets de nos clients où on a été assez loin sur l'univers graphique. Ici, on est sur le site de notre client Anakin, qui est un éditeur d'une plateforme de développement low-code et no-code spécialisé pour tout ce qui est métier complexe autour de l'audit, de la qualité, des référentiels normatifs. Et donc, éditeur d'une plateforme low-code, PME française, c'est David contre Goliath, on va pas se mentir, face au Mendix, Appian, mastodonte américain. On est sur un éditeur de niche dans son domaine, et vous voyez, quand on se rencontre avec lui, on est sur des codes très tech,
forcément une boîte de tech qui fait une plateforme low-code, no-code. Et pour autant, ce qu'ils ont envie de symboliser dans leur discours, sur le fond, c'est que leur plateforme, elle est hyper simple, hyper accessible, elle fait gagner en agilité, elle permet de faire des projets hyper complexes, hyper rapidement. Et nous, notre préconisation a été de changer drastiquement la charte graphique, de venir dans des personnages dessinés avec des formes superposées de couleurs vives, ce qui tranchait vraiment très fortement avec l'univers très tech, souvent dans des tons sombres des éditeurs américains. Et finalement, ces personnages très stylisés, très étirés, ça donne une impression de dynamique, une impression de mouvement, une impression de simplicité. Et pour moi, cet univers graphique qu'on a appelé Pop IT avec notre directrice artistique, eh bien, ça illustre la souplesse, la flexibilité de la plateforme et la forme vient soutenir le fond. Alors, certains d'entre vous vont se dire, mais on peut pas toujours partir sur des univers graphiques aussi originaux. Des fois, il faut rester dans des sites avec des sections, de la photographie, parce que ce sont les codes du marché, ce sont les codes de lecture de nos prospects. Oui, tout à fait. Et là, je vais prendre l'exemple d'un autre de nos clients, l'ESN Neos SDI, qui est une ESN partenaire technologique Microsoft, un partenaire d'excellence, reconnu pour sa capacité dans l'environnement Microsoft à mener des projets très complexes sur le cloud, tout ce qui est modern workplace, data, cyber. Bon, en revanche, on va pas se mentir, des partenaires Microsoft, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est leur site avant. On est dans un univers graphique avec des photos de gens qui sont en situation de travail, qui sont dans le digital. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est de conserver cet univers, de le dynamiser un peu, de revenir sur des couleurs un peu plus pastel, un peu plus lumineuses, comme le fait Microsoft. On se rapproche quelque part un petit peu de la charte de Microsoft en tant que partenaire exclusif Microsoft. Et par contre, comme vous le voyez, on est venu rajouter des éléments d'illustration manuels en plus qui ont permis de symboliser les petits génies Neosty, donc le nom des collaborateurs de Neos, les Neosty, et que l'on voit apparaître dans une réunion Teams à droite et qui viennent souffler les bons conseils aux clients dans cet univers digital et ce contexte de travail. D'accord. Assez impressionnant quand même. Le avant-après est assez manifeste quand même. Exactement. Exactement. Ok, mais ce que tu nous as montré, Hervé, c'est assez édifiant, comme tu le disais, et on est bien d'accord que le revamping d'un site, ça s'arrête pas juste à l'univers graphique ou à l'esthétique globale, hein. Tu citais d'ailleurs en troisième étape la conception de la maquette pré-prod. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette étape, ce concept de maquette pré-prod? Voilà, donc nous, dès lors que dans l'étape 2, on a défini les planches de web design sous une solution collaborative comme Figma par exemple, etc., à ce moment-là, il faut les décliner en réel dans le CMS. Et nous, le conseil qu'on donne généralement est de travailler avec l'agence sur une maquette en conditions réelles. Donc une V0. Je dis souvent, si la maquette, elle fait 10 pages, eh bien, lorsqu'elle est validée, le site est prêt, on pourrait le mettre en ligne. S'il ne faisait que 10 pages, on le mettrait en ligne telle qu'elle est prête. Donc, on travaille en réel. C'est le moment des premières rédactions, des premières intégrations, des premières traductions. Si on est sur un site multilingue, il faut faire la maquette en français, en anglais, par exemple, en tout cas la première langue. Et ce qui va permettre de travailler en réel, de concevoir les pages, les grilles, le format, etc., et que tout soit créé sous forme de page modèle, de section modèle, et que ça devienne des gabarits. À ce moment-là, l'agence a la responsabilité de travailler sur une maquette qui est vraiment nickel, avec un CSS qui est bien fini. C'est à ce moment-là qu'on va figer définitivement la structure des URL, la manière dont elles vont être créées, l'arborescence évidemment, qu'on va travailler les parcours de conversion. Il y a beaucoup de personnalisation à ce stade, mais je voudrais faire passer un message. Il est important à ce stade de refuser ou de ne pas tomber dans l'écueil du thème spécifique et des développements spécifiques par l'agence. WordPress, c'est une solution géniale, mais il faut bien que chaque client qui souscrive à une refonte de site WordPress ait l'objectif de rester parfaitement autonome. Et des fois, il y a des agences qui expliquent qu'elles ont développé elles-mêmes un thème spécifique à l'agence qui fait gagner beaucoup de temps, etc., etc. Et ben en fait, c'est le meilleur moyen d'être verrouillé avec l'agence et d'avoir un site qui est pas assez évolutif.
et que ce thème spécifique agence ne puisse être repris par personne d'autre que l'agence elle-même. Donc nous, on s'inscrit vraiment en faux contre ce type de pratique. Nous, il n'y a pas de thème spécifique et on le conseille à nos clients de refuser tout développement spécifique et thème spécique. Parfois, il faudra écrire du code pour des petites choses, des choses comme ça, mais ça reste des éléments. On peut rester sur une config standard WordPress avec des plugins hyper évolués, avec Elementor qui est vraiment une solution géniale. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de spécifique, c'est juste du paramétrage et le client reste parfaitement autonome. Mais en tout cas, à la fin de cette étape, malgré les personnalisations, on est sur une maquette qui est prête à être mise en ligne et qui est totalement que le client peut s'approprier totalement. À ce stade, je pense que on a déjà fait le gros du travail et je pense qu'il est le moment de faire une petite aparté parce qu'on le sait, à l'heure où l'écologie prend une place légitime, hein, aussi importante, est-ce qu'il n'y a pas dans tout ce que l'on vient de faire et dans tout ce dont on vient de parler, une sorte de pollution invisible ou insoupçonnée à prendre en compte dans le cadre d'une refonte de site? Je vais citer le chiffre de l'ADEME de mars 2023 où on parle de 2,5 de l'empreinte carbone de la France que l'on pourrait attribuer au numérique. Et ça, tout équipement ou infrastructure confondu. Ça n'a pas l'air comme ça énorme, hein, mais 2,5, pourtant, c'est quand même un chiffre assez fort. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir cette pollution invisible et est-ce que c'est compliqué de mettre en place des choses quand on fait sa refonte de site pour intégrer cette notion écologique? Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est une question qui est essentielle et pour moi, elle va nécessiter forcément des compromis. Et nous, notre position chez Magnetic.wa est depuis très longtemps, hein, d'ailleurs avant qu'il y ait tout ce greenwashing autour du green web, de l'éco-conception, etc., etc. Mais nous, c'est de privilégier le bon sens en réalité. Franchement, si on upload des photos de 4 mégas sur son site internet, enfin je caricature, hein, mais c'est du réel, c'est du vécu, puis ça arrive tous les mois. Hein. Si on upload des photos de 4 mégas, faut pas s'étonner que ça rame et que ça consomme de l'énergie. Pour moi, l'éco-conception, il faut sortir des positions dogmatiques et pas tomber dans les écueils de guides, etc., qui font des dizaines et des dizaines de pages, etc. Simplement avec du bon sens, on arrive à gérer 99%, enfin ou 95%, peu importe. Ce chiffre repose pas sur une étude, mais l'écrasante majorité de ce qui est consommateur d'énergie peut être réduit avec du bon sens. Nous, effectivement, sur un WordPress Elementor qui est bien configuré, on arrive à être ultra léger. On peut utiliser des sites comme Website Carbon, qui permet d'évaluer des scores d'empreintes numériques. On peut choisir un hébergeur aussi qui fait très attention à son indicateur d'efficacité énergétique. Hein. Nous, par exemple, on utilise Kinsta, qui est le leader mondial de l'hébergement mutualisé WordPress. Il y a rien de mieux dans le monde pour héberger un site vitrine WordPress. Bon, Kinsta, le PUE, donc l'indicateur d'efficacité énergétique est de 1,08 alors que la note maximale est de 1. Donc voilà, on y est quasiment. Et franchement, il y a un article qui est en lien en bas du slide qui renvoie vers notre site et où il y a plein de détails, des conseils de notre équipe web pour optimiser, utiliser des formats SVG compressés pour les images, nettoyer les plugins, faire attention à la gestion du cache et du CDN pour le serveur, etc. Plein de conseils très pratico-pratiques que je vous invite à aller voir sur notre site. OK. Donc tu le disais, hein, juste du bon sens finalement et puis après quelques petits trucs et astuces dont parle notre article. Maintenant qu'on s'est attaché, au contenant du site, à préparer en sécurisant le projet, à être dans les clous, pour minimiser son impact, environnemental, je te propose de passer à l'étape du contenu du site à proprement parler. Peux-tu nous parler de cette étape de rédaction et d'intégration de contenu? Exactement. Et donc, du coup, cette étape, nous, le conseil qu'on donne, c'est vraiment de travailler de manière collaborative avec l'agence pour s'assurer que le client bénéficie d'un transfert complet de compétences sur tous les cas de figure. Donc, à partir des pages modèles et des sections modèles créées dans la maquette, eh bien, le client va pouvoir travailler sur la rédaction, l'intégration des pages restantes, etc., en synergie avec l'agence. Hein. L'agence peut en prendre une partie, le client peut en prendre une partie ou tout partie.
Mais c'est vraiment de travailler de manière collaborative pour assurer un maximum de transfert de compétences, avoir un maximum de cas de figure différents à gérer. Nous, notre objectif quand on fait une refonte de site avec nos clients, c'est que le client soit autonome à 99% derrière, qu'il ne fasse appel à nous que s'il veut faire varier des éléments de design, s'il y a des petits éléments spécifiques, etc. Bien entendu, une question que peuvent se poser les participants, c'est quid de l'IA générative? Donc, du coup, l'IA générative, c'est vraiment un débat qui est important. Nous, on fait des refontes de sites où on peut s'appuyer sur de l'IA générative pour une partie des contenus, plutôt des pages profondes qui viennent renforcer d'autres pages en amont, puisque les rédactions par l'IA générative peuvent avoir des biais de lecture qui découragent la lecture assez rapidement. En tout cas, le conseil qu'on donne à nos clients dans ce cas-là, c'est vraiment de travailler par morcellisation du contenu, c'est-à-dire de définir le sujet de la page, de définir le plan soi-même, en y réfléchissant avec valeur ajoutée, et puis ensuite chaque partie individuelle, pour éviter le syndrome page blanche, effectivement, de peut-être utiliser des IA génératives et qui génèrent des contenus, mais en tout cas qui doivent absolument être retenus, qui doivent être relus et vérifiés par un humain avant d'être mis en ligne. Et puis un point qui est essentiel, c'est qu'en fonction de l'univers graphique et de la charte graphique que vous aurez retenu, il sera déterminant de l'anticiper. C'est-à-dire que si on est sur l'agence qui doit créer des illustrations, des choses comme ça, faut les anticiper pour être sûr qu'il y ait une bonne fluidité dans la mise à disposition des créations graphiques par l'agence et de l'intégration par le client. Donc là encore, on en revient à des points clés dans la gestion de projet où je reviendrai après, c'est tout ce qui est gestion de projet et planification, gestion des tâches, etc. Et puis la dernière étape de cette étape d'intégration collaborative avant la mise en ligne, c'est évidemment d'importer l'historique. Si on a, un blog avec 300 articles, on fait un import automatisé de ces 300 articles sur un bac à sable et puis après on l'importe en réel pour vérifier que tout est OK. Et on reprend les contenus automatiquement. D'accord. Donc le contenu est roi, à entendre dans les 2 sens, un roi comme le grand monarque, mais aussi comme ROI, puisque c'est une partie vraiment capitale, tu l'as dit et tu l'as démontré. On en arrive à la dernière étape du projet qui est tout aussi importante finalement, c'est le recettage et la mise en ligne. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? En quoi ça consiste et pourquoi c'est important? Exactement. Donc une fois que le site est prêt, on va le mettre en ligne. L'étape, c'est de pas négliger la recette, une recette à la fois technique, web design, collaborative avec l'agence. On va vérifier la performance des pages, recontrôler la compatibilité mobile. Il y a une recette évidemment sur la dimension SEO. On revient aux objectifs de départ. On vérifie qu'on a tout fait pour atteindre les objectifs. On va lancer des crawls sur le site, lister les corrections qu'il faut apporter. Toutes ces étapes sont évidemment collaboratives. Et puis, plus on se rapproche de la date du go live, là, on va gérer les aspects de dépôt des cookies. Donc, mettre en place, si ce n'est pas déjà fait, ou vérifier sa configuration avec GTM du plan de tagage et de la solution de gestion des consentements des cookies pour s'assurer qu'on mesure bien les bons événements, les bonnes conversions, etc. Il faudra anticiper l'aspect DNS aussi, c'est-à-dire le changement, s'il y a un changement d'hébergeur, d'IP, de choses comme ça avec la personne qui gère le nom de domaine au niveau du registraire. Donc là encore, gestion de projet, on vérifie, on ne néglige pas les tests utilisateurs, on passe le temps nécessaire à vérifier que tout ce qui a été fait est bien. On vérifie les redirections, que le fichier est prêt, qu'il y a beaucoup de redirections. D'ailleurs, je vais prendre un exemple juste après qui sera parlant. Et puis ensuite, on met en ligne. Mais par contre, pour nous, cette étape 5, elle s'arrête pas au jour de la mise en ligne. Au contraire, dans les jours suivants, on vérifiera bien que les redirections sont bien appliquées. On vérifiera bien l'évolution de l'indexation par Google du nouveau site et les ajustements techniques. D'accord. Donc on a bien nos 5 étapes bien clairement établies. Donc respecter ces étapes, c'est capital pour réussir son site, mais la refonte de son site, mais c'est certain que ça ne s'arrête pas à ça. J'imagine que toi, dans ton expérience, tu dois avoir pas mal d'anecdotes à ce sujet, mais il y a certainement des grosses erreurs, des pièges à éviter, auxquels, on ne pense pas toujours et auxquels on est confronté. Peux-tu nous dire un petit peu les erreurs les plus fréquentes, auxquelles, on peut être amené à être confronté et qu'il ne faut pas commettre? Tout à fait, avec grand plaisir. Et je vais commencer juste par prendre une illustration d'un projet de refonte de site qui a été totalement raté,
et qui a été très bien documenté par notre confrère SEO Mix, un article de Daniel Roche là. C'est l'extension WooCommerce. Donc WooCommerce, c'est la solution e-commerce la plus utilisée avec WordPress. Je crois qu'il y a plus de 5 millions d'activations dans le monde. Donc WooCommerce, c'est un plugin e-commerce pour WordPress qui décide en 2023 de changer de nom et de devenir Woo. WOO, pour soutenir une stratégie de diversification dans ses offres, etc. Donc, on en revient aux objectifs de départ. Changement de marque, changement de nom de domaine. WooCommerce, le site va passer sur woo.com et regardez, pourtant c'est un professionnel de la gestion de site web, regardez, le mise en ligne du nouveau site en orange, le trafic s'écroule totalement, forcément, puisqu'on redirige vers un nouveau domaine woo.com. On voit d'ailleurs le domaine woo.com qui démarre timidement, qui arrive à récupérer une partie du trafic et qui le perd très rapidement jusqu'à s'écrouler totalement. Okay. Et on voit donc que 6 mois plus tard, finalement, il décide de remettre en ligne l'ancien site woocommerce.com et d'abandonner le projet de refonte. Donc, réussir une refonte, c'est pas le fruit du hasard. Même les meilleurs peuvent se tromper. Donc, il y a le lien vers l'article sur le blog d'SEO Mix si vous voulez aller voir. Nous, on n'a pas les vraies données de ce projet, mais en tout cas, les suppositions qui sont faites sur l'article de blog sont les bonnes. Problème technique, problème d'historique du domaine, problème des redirections, problème d'afflux massif de liens, changement trop important dans le contenu des pages du site. Tout ce qui a été relevé par notre confrère sont des éléments que typiquement nous on analyse aussi en préparation des refontes de sites et qu'on veille à ce qu'ils soient bien pris en compte là-dessus. Et alors, pour conclure, puisque je vois que l'heure avance, les risques et les pièges du projet pour terminer et partager des conseils aux participants. Je l'ai insisté plusieurs fois, donc j'y reviens. Un des risques, c'est de sous-estimer la gestion de projet nécessaire. C'est si on y va la fleur au fusil en mode best effort, le projet sera en retard, voire il capotera. L'autre conseil qu'on peut donner, c'est attention à la dimension copywriting et aux rédactions. S'il y a de fortes ambitions en termes de création de contenu et que c'est les clients qui souhaitent porter les rédactions, dans ce cas-là, on en revient à la gestion de projet. Il faut réserver dans son planning des moments et ne pas se lancer dans d'autres actions en parallèle, sinon on ne tiendra pas les délais, on ne rédigera pas, même avec le concours de l'IA. Négliger les clients aussi qui négligent leur participation au projet et qui attendent que le projet soit fini pour un peu se former, voire du coup on sait que derrière ce sera des problèmes d'autonomie, des problèmes de recettes ou des choses que le client n'a pas suffisamment vu dans la recette. Bon, les problèmes SEO, on en a parlé juste avant, on peut totalement rater une refonte. Je caricature, mais nous, des refontes où l'agence a oublié les redirections voire même le pire qu'on ait vu, c'est quand même l'agence qui avait fait une refonte et l'environnement de dev sur lequel ils faisaient la refonte, ils avaient laissé la balise noindex à juste titre pendant la refonte, mais ils ont mis le site en ligne avec la balise noindex. Donc le client n'a pas compris pourquoi en quelques semaines il avait perdu tout son SEO. Bon, nous on l'a vu en 4 minutes lorsque le client nous a contactés. C'est simplement un oubli d'une personne et que c'était tellement gros que personne n'avait pensé à regarder ça, mais pourtant c'était l'explication. Donc ne pas accorder d'importance au SEO dans une refonte, c'est hyper dangereux lorsqu'on a des acquis. On rencontre aussi, des fois, on voit des projets où en cours de route, on a oublié pourquoi on faisait le projet au départ et donc les objectifs sont pas tenus. On voit aussi des sociétés qui se disent qu'elles multiplient les prestataires. Donc, il y a un consultant SEO, il y a une agence pour le web design, il y a un rédacteur indépendant. Ça, c'est le meilleur moyen que la communication entre toutes ces personnes passe difficilement. En tout cas, ça remet beaucoup d'exigences sur la gestion de projet. On tombe parfois dans des usines à gaz. Donc, nous aussi, c'est pas une recommandation. Il vaut mieux avoir un partenaire qui a une capacité d'accompagnement à 360 degrés. Et puis, pour terminer, les trucs classiques, si on fait une charte graphique assez innovante, pas anticiper les impacts en interne, ne serait-ce que l'adaptation du PowerPoint de présentation de l'éditeur, etc. Ou tout simplement ceux qui mettent en ligne puis qui vérifient pas le SEO dans les semaines d'après. Donc voilà. Donc ça, c'est les principaux risques et les principaux pièges qu'on rencontre généralement.
Merci Hervé pour ce topo. Ouais, nous l'avons vu, hein, clairement, lancer un projet de refonte, de site web, c'est loin d'être une sinécure. Pourtant, si on suit quelques règles, de base que tu nous as évoquées et qu'on déroule selon une méthodologie qui a fait ses preuves, il est possible, de réussir, pleinement ce projet de manière assez fluide et de le réussir depuis la stratégie, quand on y a pensé, jusqu'à la pleine exécution et la mise en ligne. Tu l'évoquais tout à l'heure, effectivement, le temps qui nous est imparti, arrive à son terme, malheureusement. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et nous espérons, qu'il vous a été utile. Pour vous remercier de votre présence et vous aider dans votre projet de refonte, si jamais vous en avez un, nous avons synthétisé dans une checklist tous les conseils de ce webinaire, que je me ferai un plaisir de vous envoyer personnellement, d'ici peu. Et si vous souhaitez discuter plus en détail de votre projet de refonte de site web ou en savoir plus sur l'accompagnement que peut vous proposer Magnetic Way, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.magneticway.com ou tout simplement à nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner car nous réfléchissons à d'autres webinaires qui pourraient vous aider aussi dans vos projets. On a en tête celui des tendances 2025 qui devrait arriver très très prochainement. Donc la date sera communiquée, restez connectés et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à tous de votre attention. Pour les questions que vous nous avez posées, auxquelles nous n'avons pas pu répondre, nous essaierons de vous répondre directement par email, comme je vous le disais en préambule. Merci beaucoup.